Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, j'ai maintenant la chance d'avoir régulièrement des conversations avec des créateurs, avec des entrepreneurs, avec des auteurs, avec des artistes, avec des experts, avec des penseurs. Et je trouve que c'est important que vous puissiez avoir accès aux meilleurs morceaux, parce que quand on commence à discuter ensemble, ça peut durer plusieurs heures, et je sais que vous n'avez pas tous 2 heures à consacrer à ce genre de contenu. Et pourtant, je pense que c'est vraiment important pour vous, eh bien, de vous sentir inspiré, de vous sentir entouré. Donc c'est du contenu qui est là pour vous motiver, mais qui est aussi là peut-être pour vous réconforter. Vous n'êtes pas seul sur le chemin de la création. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un bon morceau de l'entretien que j'ai eu avec Sébastien Coubard. Nous étions là pour parler d'investissement, mais nous avons également parlé d'entrepreneuriat. Parce que quand je lui ai demandé par quoi il avait commencé, quels étaient les premiers business qu'il a créés, nous nous sommes rendus compte que nous avions pris 2 voies très différentes vers l'entrepreneuriat. Regardez. Et je me suis rendu compte que avant les téléphones étaient très différents, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop de téléphones qui étaient similaires, parce qu'il y avait plein de marques. Puis quand est arrivé l'iPhone, on commençait à avoir quand même beaucoup de téléphones similaires, c'est-à-dire que tous les téléphones se ressemblaient. Et donc j'ai eu une idée que la manière de personnaliser et se différencier son téléphone par rapport aux autres, ça va passer par les coques pour iPhone. Et je trouve que tu peux acheter des coques pour iPhone à 50 centimes, 30 centimes. Ça arrive avec des frais de livraison, ça prend 2 semaines, mais ça arrive à 1 dollar, 2 dollars. Du coup, tu as une coque pour iPhone, Hello Kitty ou Pokémon ou ce que tu veux qui t'a coûté en produit maximum 1,5 dollar, 2 dollars. Et toi, tu vas les vendre derrière à 8 euros, 9 euros. Et donc, j'ai lancé une boutique en ligne à l'époque. C'était sur une plateforme qui s'appelle Wifeo. Bon, ça existe toujours, mais c'est complètement dépassé. C'était l'ancêtre de Shopify. Et je lance ce site. C'est un des tout premiers vendeurs en ligne de coques pour iPhone. Et du coup, sur Google, il y a très peu de concurrence. Du coup, Google est forcé, en fait, de référencer quasi premier. Et ce qui me permettait de générer environ 2000 euros par mois. Est-ce que à cette époque, tu avais une question de sens où tu te demandais est-ce que la boîte que je suis en train de créer est utile, ou est-ce que tu étais vraiment focalisé sur les métriques de résultats? Tu te disais j'ai besoin de gagner de l'argent, c'est la méthode la plus facile et la plus efficace. Est-ce qu'à un moment, tu as eu la question du sens qui s'est posée, ou pas encore à ce stade de ta carrière? Non, je vais être honnête avec toi. Non, tu as 18 ans, tu veux payer ton école. Il n'y avait pas de sens, mais il y avait quand même un cadre où je voulais pas faire quelque chose d'illégal ou de sale ou de... Enfin, je trouvais un moyen propre de faire les choses correctement. J'ai ensuite demandé à Sébastien de me parler des business qu'il a créés après cette première expérience, et ça nous a permis de creuser cette question de ce que c'est finalement la mentalité d'un entrepreneur. Quelle est la bonne attitude pour entreprendre, mais aussi quels sont les caps à se fixer pour que ça tienne sur le long terme. Il y a un mec aux États-Unis qui a fait un truc complètement illégal, mais qui a bien marché au début. C'était que, tu sais, les pubs AdSense où tu cliques et ça te rémunère au clic. Il a fait une plateforme. Venez, tous les mecs qui ont AdSense, on s'inscrit, on s'auto-clique sur nos pubs. Et comme ça, on gagne tous, en fait. Et j'avais vu ce concept-là et je me suis dit, mais attends, pourquoi je le réplique pas, mais sur les pages Facebook? C'est-à-dire, je crée une plateforme avec une visionneuse. Tu mets ta page Facebook, quelqu'un d'autre met sa page Facebook. Je like ta page et en échange, tu likes ma page. Je veux m'arrêter 2 secondes là-dessus, après on va continuer de développer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la mentalité que tu avais. Tu vois, parce que quand je me suis lancé, moi, dans l'entrepreneuriat, j'étais pas tellement orienté efficacité. J'ai été orienté utilité, tu vois. J'étais vraiment en train de me dire, l'important de ce que je vais faire, c'est est-ce que les produits que je vais créer vont aider les gens? Est-ce que je vais être fier de ce que... Tu vois, vraiment, le regard des autres, les enjeux éthiques, le fait d'être un professionnel responsable au sein d'un domaine, c'était premier chez moi. Alors que j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que toi, tu as vraiment spoté, ça c'est efficace, je peux le faire, et ça va rapporter. Oui. En fait, tous les projets que j'ai faits jusqu'à maintenant, jusqu'avant la chaîne YouTube, c'était orienté comme ça. C'est vraiment la chaîne YouTube qui a complètement changé ma vision de voir les choses. Et là où je suis arrivé à ce dont toi tu décris, c'est vraiment où j'avais créé la chaîne YouTube dans une optique de vraiment apprendre et apprendre aux gens en même temps et sans aucune notion de combien ça peut me rapporter ou est-ce que je peux en vivre en fait. Et la preuve, c'est que je l'avais fait alors que j'avais un boulot. C'est-à-dire que j'avais un boulot, je me faisais un peu chier. Je traînais un peu dans le concept de l'investissement.
j'avais vu que voilà, en France, c'était pas très, il y avait des idées reçues et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi je créais pas une chaîne où voilà, j'essaie de démocratiser tout ça. Donc c'est vraiment Mhm. qu'à ce moment-là où j'ai eu ce shift. Ouais, Mais mais c'est avant, oui, intéressant. effectivement, avant, c'était des projets. Qu'est-ce qui est efficace, qui rapporte bien, tout en restant dans le cadre bah, que c'est propre et que c'est pas illégal et que c'est pas des magouilles, quoi. Et c'est peut-être ça, en fait, la mentalité d'un entrepreneur. Tu vois, parce que moi, je viens vraiment pour le coup d'un milieu où il y avait zéro entrepreneur. Mon grand-père avait un garage, donc on peut dire qu'à la limite, il était plutôt dans le côté entrepreneur. Mais sinon, j'étais plus dans un milieu prof, tu vois. Il n'y avait aucune étincelle de ce que ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et donc, je suis vraiment arrivé à l'entrepreneuriat en prenant l'autre chemin, en prenant le chemin du sens et progressivement me demander non, mais au bout d'un moment, il faut que tu gagnes de l'argent avec ça. Et c'est Ouais, marrant parce que j'ai l'impression que le parcours que tu as eu, c'était l'inverse. c'était C'est que tu l'inverse. as vraiment créé des choses qui fonctionnaient, ça marche, donc du coup, tu peux te lancer. Et à un moment, tu t'es dit, en fait, je m'ennuie, faut que je fasse un truc qui a plus de sens. On Ouais, pourrait résumer ça comme ça. exactement. Pourquoi ta version en fait est mieux que la mienne? C'est parce que l'argent que tu vas générer n'est qu'une conséquence de ce que tu fais. Mhm. C'est-à-dire que toi, ton objectif, alors après, c'est vrai qu'une fois que tu es rentré dessus, évidemment, tu as des objectifs, etc. Mais initialement, ton objectif, ça va pas être je vais être millionnaire. Si un jour Mhm. tu deviens millionnaire, ça n'a été que la conséquence que tu aies atteint l'objectif qui est de je veux aider X personnes, par exemple, ou je veux Mhm. faire ça. Moi, non, l'argent, avant, c'était pas la conséquence, c'était l'objectif. C'est intéressant, mais Donc, c'est intéressant de voir que les deux voies peuvent fonctionner et qu'en fait, on a besoin des deux. Si tu es que dans les idéaux, dans les idées, etc., ta passion sera pas tenable sur le long terme. Moi, si je gagnais pas d'argent, vu que je suis pas professeur à l'université, je pourrais pas faire de la rhétorique, je pourrais pas faire ce qui me passionne. oui. Et de la même manière, une personne qui est focalisée seulement sur la métrique de l'argent, eh ben, au bout d'un moment, on s'assèche. Et on s'assèche tellement que je pense que le métier devient absolument insupportable. Je pense que tu l'as très bien dit. C'est d'ailleurs pour ça que tous les projets que j'ai faits, aucun n'a duré plus de 2 ans, par exemple. Mhm. Ah, c'est drôle. Tu sais, moi, quand je crée une nouvelle émission, c'est surtout ça que je crée en ce moment. Les autres aspects de mon business, c'est assez classique. Je crée des formations, j'interviens dans les entreprises pour donner des séminaires, j'interviens auprès des institutions, je donne des cours en université, etc. C'est assez classique. Là où je m'éclate un petit peu à créer des concepts, c'est quand je crée des émissions. Ok. Et quand je crée des nouveaux concepts d'émissions, des nouveaux formats sur YouTube, j'aime bien prendre 3 conditions quand je les crée. La première, c'est qu'il faut que ça me fasse grandir. Donc ça veut dire que j'ai un cahier des charges où je me dis, pour la création de chacun des épisodes, je vais devoir faire des recherches sur un domaine où je suis encore moyen et ça me permet de grandir. Donc par exemple, dans le nouveau format que j'ai créé qui s'appelle le drama productif, j'ai décidé de défier un gars qui est un youtubeur politique qui parle tout le temps d'économie et qui fait tout le temps du débat. Et donc, en fait, pour pouvoir arriver à le défier sur son terrain, j'ai vraiment dû me dire, voilà, dans chaque émission, tu apprends un peu de théorie économique, tu apprends un peu de théorie politique, comme ça, le jour où tu es en face à face avec lui, tu es pas ridicule. Donc ça, c'est le premier critère quand je crée une émission. J'ai aussi créé une émission où, par exemple, j'allais lire des ouvrages au public et je commençais un ouvrage, je commence un second ouvrage et je leur dis lequel vous voulez que je poursuive. Donc ça, typiquement, c'est un format où je sais que pour faire l'émission, ça va me faire grandir. Ça, c'est le premier critère. Donc, c'est vraiment un objectif de développement personnel, en fait. Ouais. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit efficace. Donc, ça veut dire que il faut non seulement que le public trouve un intérêt à venir et à revenir, mais il faut qu'il y ait aussi quelque chose de plus basique pour la performance. Donc, du type, il faut que ça puisse faire du clic. Il faut que les gens se disent j'ai envie de regarder ça maintenant. Donc ça, c'est le Ok. deuxième critère. J'ai un critère de performance et je le mets parce que sinon, les émissions s'arrêtent. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça des émissions que personne regarde. Absolument. Et puis le dernier critère, c'est un critère social. Enfin, je le dirais social ou éthique. C'est que je me dis que chaque émission que je fais, c'est une petite direction que je donne au monde. Et que, en fait, imaginons que ça marche. Imaginons que énormément de gens rejoignent ce parcours. Imaginons qu'énormément de gens commencent à regarder épisode après épisode.
qu'est-ce qui me permet de dire que j'aurais un peu changé le monde en mieux? Le fait d'avoir toujours un équilibre entre ces trois critères. Donc ça me fait grandir quand je le fais. C'est efficace. Et j'ai d'assez bonnes raisons de dire que ça va changer le monde en mieux si ça fonctionne. C'est un assez bon équilibre à trouver, je pense. Ok, et est-ce que tu as besoin d'avoir ces trois critères en tête quand tu vas créer du contenu ou faire une émission, ou c'est pas juste un peu comme l'argent, une conséquence? Parce que, à part l'efficacité, qui, elle, il faut en être conscient parce que ça passe par la miniature, ça passe par le texte, le titre, ça passe par ce qui t'invite, etc., où là, c'est un travail direct, actif, alors que le fait que tu apprennes et que ça soit utile, que ça soit une brique pour la société, est-ce que ce sont pas des conséquences et t'as pas besoin d'être conscient et actif dans ces choses-là? Si, en fait, t'as besoin d'être conscient là-dessus parce que si, enfin, tu vois, une grosse partie du travail quand t'es youtubeur, c'est de parler. C'est de parler, et si tu te renouvelles pas, tu t'assèches. Et tu commences à dire des choses qui sont moins intéressantes pour le public. Et donc, si tu fais pas cet effort de te nourrir à chaque épisode, tu finis par seulement redire des choses que tu as déjà dites, et tu saoules le public et tu te saoules toi-même. Donc vraiment, le fait de faire la démarche de se dire « je dois grandir un petit peu à chaque épisode », c'est quelque chose qui est plus durable. Sinon, en fait, il faut vraiment créer des émissions où, au lieu de puiser dans tes ressources jusqu'à ce qu'elles s'épuisent, tu arrives à te renouveler un petit peu à chaque émission. Et puis pour ce qui est de l'efficacité, en fait, c'est un cap, enfin pas de l'efficacité, de la dimension un petit peu plus éthique, c'est un cap. Et c'est un cap qui devient de plus en plus important quand tu commences à être un petit peu connu, tu vois. Je suis pas connu, mais tu vois, donc là, sur la chaîne principale, je suis un peu exposé. Et en fait, quand tu es exposé, ça veut dire que tu es attaqué régulièrement et tu peux avoir la tendance à tomber un petit peu du côté sombre, à te focaliser exclusivement sur le fait il y a des gens qui m'attaquent et tu oublies les gens qui t'aiment. Et donc, tu vas te focaliser sur le fait que tu as envie de poutrer, de répondre aux gens qui ont été méchants avec toi, tu as envie de te battre contre tes ennemis. Et plus tu fais ça, moins tu t'éloignes de tes amis. Mais oui. Ouais. Moins tu fais ce pourquoi les gens sont venus vers toi au départ. Et ils sont pas venus vers toi parce que tu sais bien te battre avec les autres. Ils sont venus vers toi parce que tu apportais quelque chose d'utile. Et donc, j'ai vraiment la conviction que les gens cliquent pour de mauvaises raisons, mais il reste pour de bonnes raisons. Si cette dimension business, entrepreneuriat, création de projets, investissement vous intéresse, je vous laisse avec 2 ressources. La première, c'est que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai un podcast. J'ai un podcast que j'héberge sur Telegram. Par contre, je dois vous prévenir, c'est des contenus dans lesquels il m'arrive de me lâcher un peu, notamment dans le dernier que j'ai enregistré. Vous pourrez le découvrir si ça vous intéresse, mais sachez que ce n'est pas du contenu pour étendre votre culture générale comme je peux le faire sur YouTube. C'est vraiment du contenu où je m'adresse à des gens qui sont engagés dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, qui porte une cause, un projet, une association. L'autre chose, c'est que j'envoie par email de petites leçons de rhétorique, vous en recevez une par mois si ça vous intéresse. Il y a à ce jour 10 000 inscrits dans mon cercle des orateurs, vous êtes donc les bienvenus, sachant que c'est pas la peine de me demander de vous renvoyer les emails précédents, une fois qu'ils sont partis, c'est terminé. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs et commencer à recevoir mes leçons de rhétorique mensuelle dans votre boîte mail. Vous avez les liens vers ma liste email et vers mon canal Telegram dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. Développez vos connaissances et vos compétences, faites briller ce qu'il y a de meilleur en vous et stimulez-le chez les autres. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochains contenus.